Bonjour et bienvenue dans Point de vue. Aujourd'hui, nous allons commencer par nous intéresser à la stratégie de Marine Le Pen. On l'a connue discrète sur les sujets dits de société comme le mariage pour tous. Aujourd'hui, elle s'oppose avec une vigueur inédite à l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. A-t-elle raison de prendre cette position? À vous de nous le dire. Notre deuxième sujet concerne les Républicains. Le parti Les Républicains, c'est le bébé de Nicolas Sarkozy qui fait beaucoup d'apparitions publiques en ce moment et qui, à chaque fois qu'il parle de la droite, lui conseille de se rassembler. Mais l'avenir de la droite passe-t-il encore par les Républicains? C'est la question que nous vous posons. Tout autre sujet, l'environnement. Le Figaro publie aujourd'hui un sondage de l'Institut Odoxa qui a demandé aux Français s'ils étaient favorables à l'interdiction de certains vols intérieurs pour limiter les émissions de CO2. Leur réponse va vous surprendre. Enfin, fête de la musique oblige. On terminera par une question sur Elton John. Emmanuel Macron va lui remettre aujourd'hui la Légion d'honneur. Êtes-vous choqué par cette décoration? Vous nous le direz en écoutant les arguments de nos débatteurs du jour. Fergan Aziari, vous êtes analyste en politique publique à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Lucille Schmitt, vous êtes vice-présidente de la Fondation La Fabrique écologique et auteure de La France résiste-t-elle à l'écologie? Adrien Matou, journaliste politique à Marianne, en une cette semaine, vous accusez les politiques, plusieurs de tous bords confondus, d'avoir cassé les services publics. Et enfin, Guillaume Bernard, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Et je rappelle votre livre ô combien prémonitoire, publié en 2016, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir. On va commencer donc par Marine Le Pen et ses déclarations sur l'extension de la PMA, à laquelle elle s'oppose au nom de l'intérêt de l'enfant. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes contre l'ouverture à tout le monde, entre guillemets, de la procréation médicalement assistée. On ne peut dire qu'un enfant, tu es né d'un homme et tu es né d'une femme. Et tout ce qui contribue, si vous voulez, à dissimuler cette vérité biologique qui est utile pour la construction psychologique de l'enfant, je suis contre. Alors, on ne va pas refaire le fond du débat. C'est vraiment, on s'intéresse à la stratégie de Marine Le Pen. Elle avait dit qu'elle était contre le mariage pour tous au moment de l'adoption de la loi Taubira. Quand elle s'était présentée en 2017, elle avait même inscrit dans son programme l'abrogation de la loi Taubira, son remplacement par un PACS amélioré. Mais en fait, elle avait très peu fait campagne sur ce thème. Elle n'en parlait même pratiquement jamais. Est-ce qu'elle aurait décidé, Adrien, aujourd'hui, de combler un angle mort de son programme qui était essentiellement consacré à l'économique, au social et au régalien? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit un pas vraiment significatif parce que, comme vous l'avez souligné, elle a toujours été très discrète, voire mal à l'aise sur ces sujets qui, pour elle, sont plus des diviseurs de société qu'autre chose. Et je ne suis pas sûr que ce serait très rationnel de le faire, en fait, parce que quand on regarde les déterminants de vote de la population, de l'ensemble des électeurs, il y a très peu d'électeurs qui se déterminent sur ces sujets-là. Donc voilà, les électeurs qui placent en tête de leurs préoccupations les sujets dits de société sont quand même vraiment une petite partie d'un côté ou de l'autre. Donc je pense que l'intérêt, quand on aspire à gagner une élection sur ces sujets-là, c'est de ne pas apparaître trop radical d'un côté ou de l'autre. Donc je ne suis pas persuadé. D'ailleurs, quand on regarde l'extrait, quand on entend parler, elle n'est pas vraiment radicale non plus. Elle n'a pas un discours extrêmement conservateur parce qu'elle parle de l'affiliation, etc. Mais on n'est pas encore d'une clarté totale, il n'y a pas une doctrine élaborée. Donc je ne suis pas sûr, je pense que c'est peut-être un petit effet d'opportunité avec le score de Bellamy assez faible et peut-être une volonté aussi de contrecarrer un petit peu Marion Maréchal. Mais il faut attendre avant de savoir si c'est un tournant conservateur. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, là je m'adresse à Fergan, une façon de faire oublier les lacunes de son programme économique dont les ambiguïtés sont apparues à tous depuis qu'elle a abandonné l'objectif de quitter l'Union européenne et de quitter l'euro? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise qu'elle veut masquer en s'intéressant à autre chose? Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, on le sait, son programme économique a été qualifié de fantaisiste par tous les experts qui s'intéressent vraiment sur ces questions. Or aujourd'hui, il me semble que la valeur ajoutée d'une droite qui aspire à former une grande coalition, puisque c'est aussi le sujet dominant et l'ambition en tout cas de beaucoup d'intellectuels de casser la frontière entre le centre droit et l'extrême droite, face à une droite qui en réalité
a toujours échoué à se mettre d'accord sur une doctrine économique cohérente parce qu'elle est handicapée par un héritage gaulliste qui n'a jamais été très clair sur ces questions. Finalement, les enjeux sociétaux, les enjeux dits culturels ou les enjeux de civilisation, comme ces intellectuels les appellent, eh bien, s'avèrent être les seules niches électorales, idéologiques sur lesquelles ils peuvent espérer un peu de cohérence. Donc moi, d'un point de vue électoral, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui Marine Le Pen aborde ces sujets. Maintenant, je doute effectivement, et là je rejoins Adrien, que ça suffira à fédérer beaucoup d'électeurs, puisque même si effectivement les sujets de société passionnent les Français, ça reste quand même des préoccupations qui sont mineures compte tenu aujourd'hui des problèmes que traverse la France. Oui, je vous voyais hocher la tête quand Adrien parlait de l'électorat conservateur. Est-ce que c'est une position qui est, même si elle n'est pas destinée à durer et à être à de nouveaux axes de la stratégie de Marine Le Pen, est-ce que c'est une position qui vise à séduire les électeurs de François-Xavier Bellamy? Oui, moi je pense que c'est plutôt ça qu'elle cherche à faire. Elle avait été quand même très absente sur la question de la loi Taubira en 2013. Elle a des positions effectivement en matière de bioéthique et de mœurs qui sont quand même assez peu claire, j'en conviens parfaitement, quand elle dit par exemple que la question de l'avortement c'est du chicaya. Et là, dans le fond, elle prend une position qui est somme toute assez modérée, parce qu'elle se prononce contre la PMA pour toutes, pas contre la PMA tout court. Pour ma part, je suis hostile, mais ça ne me regarde que moi, hostile à la PMA dans tous les cas, parce qu'il y a un tri d'embryons et que par conséquent, on a dit qu'on ne referait pas. Il y a des questions bioéthiques derrière. Là. Mais en revanche, c'est très clair, me semble-t-il, elle essaye de rattraper le retard qu'elle avait pris en 2013 et que même si elle avait maintenu dans son programme en 2017 l'abrogation de la loi Taubira, elle apparaissait comme étant peu crédible sur ce sujet, contrairement à d'autres. Si elle est d'autant plus, je dirais, active sur ce sujet, me semble-t-il, c'est que, il y a le retour, qui n'est pas vraiment un retour, mais qui en est quand même un, de Marion Maréchal, qui évidemment sur ces sujets-là est plus crédible qu'elle et qu'elle est plus à l'aise et donc par conséquent et plus convaincue aussi peut-être. Et peut-être plus convaincue bien sûr et que donc évidemment elle essaye d'étendre son spectre politique. Et puis je crois qu'il y a une autre chose, une autre raison, c'est que il pourrait y avoir d'une certaine manière une convergence des luttes. La PMA pour les bobos et puis les déremboursements de la sécurité sociale pour les prolos. Donc peut-être qu'effectivement, elle s'imagine qu'il pourrait y avoir une rencontre de la France conservatrice LMPT et puis des gilets jaunes qui pourraient renaître de leurs cendres. Il est question précisément de rembourser la PMA étendue. Il n'est pas du tout question de la dérembourser. Oui, mais il y a des médicaments qui, eux, sont déremboursés par ailleurs. Oui. Donc, voilà. Oui, enfin, ce n'est pas le débat sur la PMA. Lucille Schmitt, quand on raisonne en termes de part de marché électoral, est-ce qu'il n'y a pas toujours un danger de perdre d'un côté ce qu'on gagne de l'autre? Appliquée au cas du Rassemblement national, est-ce que la stratégie qui était celle de Florent Philippot, on ne parle pas des sujets de société, on fait dans le social, on parle du social, et de l'immigration, mais on tient sur le social un discours qu'un autre frontiste, Nicolas Bay, avait comparé au discours de la CGT, avait amené des électeurs, avait contribué au succès du Front National. Est-ce que si elle retourne vers un discours, ou si elle va vers un discours plus conservateur, dont Philippot ne voulait pas, est-ce que ces électeurs-là ne risquent pas de s'en aller? Oui, moi je pensais, je ne sais pas si vous aviez vu qu'il y a une dizaine de jours, Emmanuelle Mignon, qui a été la directrice de cabinet, a dit on s'en occupe plus. A dit maintenant, quand on est à droite, il faut considérer que l'électorat de droite, il s'en fiche de la question des mœurs. Et donc je pense que Emmanuelle Mignon, qui est une femme intelligente et assez stratège, quand elle dit ça, elle avait fait quand même le projet de Nicolas Sarkozy en 2007, qui lui a permis de gagner, qui a triangulé. Je pense que c'est un très bon indicateur. La deuxième chose, c'est que lorsque Édouard Philippe fait son discours et applaudi par sa majorité, soi-disant discours de gauche, qui en fait place la question sociétale à la place de la question sociale, vous avez raison, il y a une espèce d'incapacité à penser la question sociale qui existe à la fois du côté de la majorité et du côté de son opposition. Moi, je pense que c'est quelque chose de dangereux et que Marine Le Pen sait que c'est dangereux, que la question sociale, on ne la remplace pas par la question sociétale. D'ailleurs, la première réaction qu'elle a eue, c'était de dire, au fond, je ne suis pas sûre que la PMA soit la question qui préoccupe tous les Français. Et moi, je trouve que c'était une réaction assez
je déteste Marine Le Pen, je tiens à le dire, hein, mais je trouve que c'était une réaction politiquement très fine, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à remplacer la question sociale par des enjeux sociétaux, alors même qu'on le sait, les inégalités s'accroissent, il y a un sujet de ghettoisation des territoires, et là, ce que j'observe, c'est que dans l'extrait de discours que vous nous avez passé, elle est très mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler, elle dit la PMA pour tout le monde, alors que c'est la PMA pour toutes les femmes. Donc on voit qu'elle ne connaît pas du tout le sujet, moi c'est ça qui me frappe, ça me rappelle un peu le deuxième tour, le débat de deuxième tour, on voit que sur certaines questions, elle est au fond très pataude et qu'elle ferait mieux de ne pas s'en approcher. Je pense que si elle est c'est une bonne stratège politique, si elle le comprend suffisamment vite, elle laissera ça à Marion Maréchal Le Pen. D'ailleurs, on a posé la question à nos internautes. Marine Le Pen a-t-elle raison de s'opposer à l'extension de la PMA aux couples de femmes? Et eux répondent oui à 51%, ce qui est une petite majorité, et non à 49%. Engal nous écrit « La ficelle est décidément bien grosse pour récupérer les perdus des Républicains. Comment croire cette personne dont le seul objectif est de récupérer des voix en activant les peurs, les haines et les promesses impossibles ?» Voilà. Et nous avons le fidèle Babineau qui nous dit « Peu importe les positions de Marine Le Pen, l'opinion publique est majoritairement favorable à l'extension de la PMA. » Il me semble. Oui, c'est vrai d'ailleurs, Oui. selon les sondages. Oui, selon les sondages. Et c'est vrai que vous disiez tous qu'on ne pouvait plus coller des positions sur ce sujet avec des appartenances politiques. Elles ne se recoupent plus. On a vu qu'à la présidentielle, l'électorat catholique avait voté massivement plutôt pour Emmanuel Macron. Qui compte étendre la PMA. Donc ça brouille les lignes. Alors, du Rassemblement national, on va passer donc aux Républicains. À midi, aujourd'hui, au Centre Pompidou, Nicolas Sarkozy participait à l'hommage au président défunt qui était arrivé au pouvoir il y a pile 50 ans. Écoutez ce qu'il a dit. Sur la violence en politique, les bagarres entre familles différentes sont infiniment moins cruelles et sauvages que les bagarres à l'intérieur d'une même famille. Naturellement, tout rapport ou toute allusion serait parfaitement justifié. Bon, donc au cas où il y aurait eu un doute, il a précisé qu'il parlait effectivement et de lui et de la droite en général. Mais Fergan, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui à droite est uniquement explicable par les haines, par l'affectio societatis et par les ambitions concurrentes ? Non, au-delà des ambitions concurrentes, le grand problème de la droite, et à mon avis le grand problème qui mine cette formation politique, c'est l'absence de clarté idéologique, l'absence même de colonne vertébrale idéologique. C'est ça qui a toujours handicapé finalement ce mouvement. Absence de colonne vertébrale idéologique, avec un responsable, à mon avis, très clair, c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métro à 6 heures du soir. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite est handicapée, selon moi, par son héritage gaulliste. Alors, le problème du gaullisme, c'est que précisément, ce n'est pas une idéologie. Ce n'était pas une doctrine, et le général de Gaulle s'en vantait un peu lamentablement, c'est-à-dire que c'est un personnage qui pouvait aussi bien gouverner avec les communistes et donc gouverner comme un soviet en planifiant et en nationalisant, et qui, 10 ans plus tard, pouvait s'entourer de conseillers économiques libéraux comme Jacques Rueff, mener des politiques de libéralisation sectorielle. Donc on voit bien que finalement... Est-ce que ça ne s'appelle pas du pragmatisme ? Je ne pense que c'est... Parce que là, vous réduisez le gaullisme à de l'opportunisme. Je pense que c'est davantage un style de gouvernement. C'est davantage un style de gouvernement qu'une véritable doctrine cohérente, et qu'aujourd'hui, effectivement, la droite, en fondant son héritage sur cette figure-là, n'arrive pas à se définir philosophiquement, idéologiquement, et c'est, à mon avis, ce qui va tuer ce parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? On ne peut plus aujourd'hui faire le parti du métro à 6 heures du soir en choisissant, quitte à effectivement à emprunter à des philosophies, à des conceptions de la société différentes, les éléments d'un programme, et malgré tout d'en faire une vision de la société cohérente. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous accuseriez le général de Gaulle de ne pas avoir de vision cohérente de la société. Non, moi je ne suis pas nécessairement gaulliste, mais enfin, en tout cas, je trouve le jugement un peu rude tout de même vis-à-vis de l'ancien président de la République. Il me semble que Nicolas Sarkozy a, à toute proportion gardée, une position dans l'histoire de la droite qui est quand même assez intéressante et importante, dans le sens où il a été le premier candidat à réussir à être élu, à se revendiquer véritablement de la droite. Parce
que De Gaulle, c'était De Gaulle, Pompidou, c'était un gaulliste, VGE, il ne s'est pas revendiqué de la droite, c'était un libéral. Mitterrand, alors lui, il était de droite, mais il a été élu par la gauche. Et quant à Chirac, il ne s'est pas revendiqué de la droite. Bon, donc le premier à être élu en se revendiquant de la droite et en faisant... c'est vrai, une sorte de grand écart idéologique pour essayer de rassembler les diverses sensibilités, c'est quand même Sarkozy qui a réussi à le faire. Et donc aujourd'hui, où la droite est en train de s'éparpiller façon puzzle, évidemment, il revient pour essayer de rassembler tout ça. Le problème, si vous voulez, c'est que il y a Docteur Nico et puis il y a Mister Sarko. C'est qu'on a le Sarkozy de la ligne Buisson en 2007 qui assume le fait d'être de droite et qui envoie des signaux aux différents segments de l'électorat avec différentes notions, et puis qui peuvent leur plaire, l'identité, les libertés économiques, etc. Il essaye de réussir tout ça. Et puis ensuite, il y a celui qui gouverne. Et c'est le décalage entre l'image qu'il a donnée lors de la campagne de 2007 et ce qu'il a fait lorsqu'il a gouverné, dans des circonstances particulières de la crise de 2008, etc., bien sûr, mais enfin, qui explique en grande partie sa défaite de 2012. Et donc c'est vrai que revenir aujourd'hui pour essayer de dire, eh bien, faites-moi confiance, si ce n'est à moi pour que je revienne, du moins dans la stratégie qui était la mienne, c'est pas sûr que ça convainque tout le monde. Oui, je vous propose d'écouter Patrick Devedjian, qui lui a de longue date protesté d'ailleurs contre la stratégie d'ouverture de Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy était président. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Je pense d'abord que si les gens quittent le navire, c'est parce que le navire fait eau de toutes parts, parce que on n'a pas bien entretenu la coque. Avant de savoir qui peut l'incarner, il faut déjà se mettre au clair avec son projet, avec ses idées, avec ses valeurs, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors, demain, dans le Figaro, nous publions une interview de Christian Jacob qui va annoncer sa candidature à la tête des Républicains. Ce n'est pas un secret, je crois que l'interview est déjà consultable en ligne, d'ailleurs les internautes peuvent s'y référer. Alors lui se fixe comme objectif de réconcilier la droite avec elle-même, de faire revenir les gens qui s'étaient éloignés ou même qui étaient partis. Adrien Matou, c'est un objectif atteignable ? Pas à court terme. En tout cas, sur la confusion idéologique, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Fergan et Guillaume. Alors par contre, j'ai une divergence d'avis parce qu'il ne me semble pas que la droite soit spécialement hantée par le gaullisme, puisque je pense que cette idéologie qui accorde une grande place à l'État a été progressivement larguée en dehors du programme de LR, parce qu'au final, aujourd'hui, LR est progressivement devenu, alors c'était avant, c'était le RPR puis l'UMP, est progressivement devenu le parti de représentation des intérêts de la bourgeoisie. Progressivement, dans sa politique économique, ça n'a quand même rien à voir. Fergan le disait justement, je pense que la politique économique du général de Gaulle aujourd'hui, n'importe quel homme ou femme de LR prend ça pour du bolchevisme. Donc honnêtement, il y a quand même eu... De Gaulle disait aussi que 30% de dépenses publiques au-dessus, on oui, perd son... Voilà. Alors, cette citation qui est d'ailleurs toujours la même, qu'on ressort en boucle, est quand même... Et qu'on a raison de ressortir. Oui, mais qui est quand même en contradiction avec la politique du général de Gaulle quand il était au pouvoir. Mais je pense que ce qui a tué progressivement ce parti, c'est peut-être de faire des campagnes RPR, comme Chirac en 1995, comme Sarkozy en 2007, et plutôt de gouverner comme l'UDF. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a des contradictions qui se sont accumulées. Il y a Emmanuel Macron qui a préempté ce côté libéral, donc LR ne pouvait plus faire campagne sur ça. Ils ont tenté un pari conservateur avec Bellamy, ils se sont aperçus que l'électorat conservateur votait quand même avant tout malgré tout pour son portefeuille. Du coup, que faire maintenant ? Conservateur, ça ne marche pas. Libéral, c'est préempté par LREM. Identitaire, le RN aujourd'hui est en position de force. Et le gaullisme aujourd'hui ne me paraît plus répondre aux aspirations des gens de droite. Donc c'est compliqué. Nicole est assez d'accord avec votre analyse sur Nicolas Sarkozy. Elle va même plus loin que vous, puisqu'elle dit que Nicolas Sarkozy s'est revendiqué de la droite, mais il, malheureusement a fait l'ouverture à gauche. Et elle ajoute, je suis déçue maintenant qu'il copine avec Macron. Alors il y a un spectre qui plane sur nos débats, c'est celui de la fusion des droites dont Joe nous dit que la victoire, quelle est la condition de la victoire, la victoire de la droite ne se fera qu'avec l'union de toutes les vraies droites, et les centristes sont déjà avec Macron. La question qu'on se pose toujours, c'est si cette fusion avait lieu, si ce rapprochement
avait lieu, est-ce qu'on tiendrait les deux bouts est-ce que la droite récupérerait les deux bouts de l'omelette, le bout tenté par le Rassemblement national et le bout beaucoup plus conséquent tenté par le libéralisme, et en tout cas un courant plus pro-européen qui serait incarné par Emmanuel Macron? Est-ce que c'est possible de rassembler tout ça dans un même parti? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans notre débat, on a l'idée qu'il faut un contenu de projet plus clair pour la droite, alors même qu'on voit bien que, au fond, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont en tête ce que De Gaulle et Pompidou ont fait, c'est-à-dire un parti centre. Et donc, on assiste, moi j'ai l'opinion inverse de celle que vous avez défendue. Je pense qu'au contraire, on est dans une situation où la France est plutôt un pays de droite, mais de centre droit, qui a envie d'être gouverné au centre droit. Et je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris et qu'aujourd'hui, il est en train de réaliser sa fascination pour De Gaulle et Pompidou. C'est une fascination de reproduire ça au XXIe siècle. C'est-à-dire un parti pivot, où peut-être ceux qui prendront le métro à 6 h du soir, ce seront les macroniens. Enfin, je pense qu'ils prendront plutôt leur voiture, ou peut-être leur voiture électrique ou leur vélo, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de l'idée de réaliser une espèce de barycentre de la société. Et du coup, je pense que la droite s'est déjà laissée dépouiller, et que, en quelque sorte, dire il faudrait réunir les familles, je veux dire, une grande partie de la famille est déjà partie chez Macron, et une grande partie de la famille est déjà partie au Rassemblement national. Donc du coup, peut-être que dans la situation qu'on vit, il faut refaire un contenu très clair du projet, mais je crois qu'imaginer qu'un grand parti qui puisse associer différentes familles politiques et différents contenus, ce soit une mauvaise idée, je ne pense pas. Je pense que c'est une très bonne idée qu'Emmanuel Macron l'a. Après avoir détruit la gauche, il veut détruire la droite et réaliser un parti où coexisteront, on le voit déjà, des gens qui n'ont rien à voir entre eux sur le contenu de ce qu'ils portent. D'ailleurs, s'ils applaudissent à tout rompre sur la PMA, c'est d'une certaine manière parce qu'ils n'ont rien de semblable sur la question sociale, sur la politique économique, sur la question migratoire. Donc on est dans une situation où la droite, pour se reconstituer, a sans doute besoin d'avoir un projet clair, mais parce qu'elle a été dépouillée des deux côtés. Et ça ne veut pas dire que l'hypothèse d'un grand parti, comme ça se fait d'ailleurs au Japon, par exemple, qui maîtrise la vie politique française et qui, en quelque sorte, puisse représenter une tendance majoritaire, ne soit pas quelque chose qu'il faut avoir en ligne de mire. C'est ce qu'Emmanuel Macron veut faire au municipal. Il a déjà 73 maires de LR qui se sont ralliés dans une tribune du JDD. On est dans une situation où aujourd'hui, il faut voir si la vie politique française va rester une vie politique où il y aura du multipartisme. Je pense que c'est une vraie question. Oui, mais ce que vous dites, d'abord l'éclaircissement, ensuite l'élargissement, c'est un peu ce qu'avait tenté de faire Laurent Wauquiez. On ne peut pas dire que ça lui ait réussi. Je pense que Laurent Wauquiez avait un problème, juste un mot là-dessus. Oui. Je pense qu'il y a à la fois la question du contenu programmatique, il faut le rééclaircir, puis il y a le sujet du leadership. Au fond, pourquoi est-ce que tout le monde va voir Nicolas Sarkozy? Parce que personne ne doute un moment que Nicolas Sarkozy est un leader. En revanche, Laurent Wauquiez n'a jamais réussi à apparaître comme un leader. On peut le regretter, on peut dire que ce n'était pas son karma, mais Nicolas Sarkozy, en 2012, il a perdu, mais il a fait une remontée assez spectaculaire au deuxième tour. Donc c'est quelqu'un qui, dans une situation où il était dos au mur, fait des remontées. C'est quelqu'un qui a osé trianguler en prenant des gens de gauche et qui a dit « je suis le meilleur gestionnaire de ressources humaines du Parti socialiste » et qui l'a prouvé. Je trouve qu'il y a quelque chose chez lui de désinhibé et de pionnier que la droite est en train de chercher en termes de leadership. Wauquiez a essayé d'ailleurs d'être désinhibé, il n'a pas réussi. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, si Christian Jacob prend la tête du parti, c'est que tous les autres n'ont pas osé la prendre. Ou n'ont pas voulu, puisque en l'occurrence... Oui, enfin, où se sont dit, il n'y a que des coups à prendre. Bruno Retailleau, je le rappelle pour nos internautes, en a été empêché, puisqu'on lui demandait d'abandonner en contrepartie toute ambition pour la prochaine présidentielle. Je vous donne la parole tout de suite, mais Guillaume l'a demandé. Oui, je crois qu'Henri Guénaud, il y a 2 jours, a assez bien résumé, je dirais, la situation de LR. En disant les élus sont dans la majorité et les militants sont dans l'opposition. Et je crois qu'effectivement, c'est la situation, c'est évidemment la situation de ce parti qui doit très certainement clarifier ses positions doctrinales, mais je ne crois pas en revanche que la recomposition de la droite se fera par des jeux d'alliance entre appareils. Il ne pourra y avoir de dynamique qui ne reconquérerait du terrain, du spectre électoral, si j'ose dire, qu'à partir du moment où il y aurait une structure qui permettrait d'accueillir des gens qui pensent à peu près la même chose, mais qui sont aujourd'hui répartis dans des partis différents, à LR ou au Rassemblement national ou au PCD, etc. Et donc, par conséquent, toute tentative, me semble-t-il, de reconstitution de LR d'un côté ou de la part du Rassemblement national de n'avoir que des ralliés n'aboutirait qu'à additionner ou à faire des jeux de vases communicants.
pour pouvoir créer une dynamique et reconquérir de l'électorat, parce que, objectivement, les conservateurs, c'est plus que 8,5%. Ils ont été réduits à ces 8% en raison des circonstances et de l'incohérence de la liste Bellamy. Mais pour pouvoir créer une dynamique, il faudrait d'autres structures politiques. Et je crois qu'incontestablement, c'est un peu ce qu'envisage de faire à tâtons Marion Maréchal. Juste, qu'est-ce que c'était l'incohérence de la liste Bellamy à vos yeux? C'est le fait qu'il y ait des personnes qui représentent des sensibilités vis-à-vis de la construction européenne qui, à l'évidence, n'étaient pas convergentes. Voilà. Et ça, je crois que ça c'est sur le plan économique. C'est intéressant d'observer que les conservateurs britanniques, par exemple, ont fait exactement le même score parce que justement, il y avait de l'incohérence sur la question du Brexit. C'est la question de la sincérité. C'est le gros problème de LR aussi, quand même. Ouais. Et puis la défiance vis-à-vis des partis politiques qui ont gouverné la Ve République. C'est-à-dire que Macron, et par son positionnement central, permet de rallier les modérés des deux camps, et par son côté nouveau, neuf, évidemment, permet d'éliminer les partis politiques qui ont dominé la Ve République. Vous vouliez dire? Oui, je pense que lorsqu'on parle de l'union des droites, qui est l'hypothèse une hypothèse qui est régulièrement avancée ces derniers temps, il faut aussi se poser la question de la compatibilité de ces droites-là. Or, parce que le projet de l'union des droites, ça fait quand même des décennies que c'est une hypothèse qui est avancée. On pense à des communautés comme le Club de l'Horloge qui rêvent d'une grande alliance, d'une grande coalition libérale conservatrice en France. Il faut se poser la question de savoir si c'est possible, parce que une coalition libérale conservatrice en France, est-ce possible? Si on était dans un pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, moi je serais beaucoup moins sceptique sur la possibilité d'une telle alliance, parce que le conservatisme anglo-saxon, en réalité, il diffère en tout point du conservatisme français. Le conservatisme anglo-saxon, il est beaucoup plus soluble dans la modernité, il est beaucoup plus à l'aise avec la modernité, il est beaucoup plus soluble dans l'économie Du de point de marché. vue des mœurs, du point de vue des mœurs aussi. C'est pas des conservateurs. C'est une philosophie attachée aux traditions, mais qui mise davantage sur la société civile que sur l'État pour les garantir. Là où les conservateurs français, en réalité, ne sont pas vraiment des conservateurs, sont des réactionnaires au sens académique du terme. Ils rejettent la modernité, ils rejettent l'économie de marché. Ils se réfèrent à des auteurs comme Charles Maurras qui ont contre le commerce des diatribes tout à fait solubles dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et la preuve en est que quelqu'un comme Patrick Buisson, aujourd'hui, propose une union des antilibéraux de droite et de gauche. Mais donc ce sont des gens qui se disent attachés. C'est pas ce qu'on appelle les conservateurs. Mais c'est justement l'anti-traditionnaliste. Pardon, il déteste beaucoup plus la Qui liberté. veut nourrir son chien, l'accuse de maurassisme. Qu'on s'entende sur le vocabulaire. Conservateur, c'est ce qu'incarnait François Fillon, c'est-à-dire quelqu'un d'effectivement conservateur sur le plan des mœurs, attaché au régalia, et plutôt libéral sur le plan économique. Aujourd'hui, les conservateurs rejettent cette étiquette, cette définition-là. Quand vous regardez la communauté... Le programme de Fillon était plutôt libéral. Celui de Bellamy aussi, oui, peut-être, celui-là en passant. tout cas. Mais quand vous regardez aujourd'hui la sphère intellectuelle, en tout cas dite conservatrice française, je ne pense pas qu'elle soit aussi libérale que vous Mais le vous conservatisme le dites. est en soi quelque chose d'hybride et d'ambigu, puisqu'il est né à la césure entre les contre-révolutionnaires, un homme comme Joseph de Maistre, et des libéraux, puisque Burke était à l'origine un Whig. Donc c'est nécessairement hybride et ambigu. C'est un lieu de rencontre. Moi, je crois que le conservatisme en France est un lieu de rencontre. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il va servir, je dirais, à bloquer le processus d'expansion effectivement de ce qui est ontologiquement ou authentiquement de droite, ou est-ce qu'il va servir justement de véhicule à la renaissance de ce qui est, je dirais, le courant droitier qu'on voit avec Salvini, avec Trump, etc. Et puis il y a la question des penseurs et puis des pratiques au pouvoir, parce que par exemple Nicolas Sarkozy est quand même sans doute le plus... Enfin, moi, je trouve que c'est un homme de droite très assumé, mais quand il a été au pouvoir, il a fait de la triangulation, il a fait de l'écologie, il a fait un programme de relance. Donc le sujet, c'est une fois qu'on est au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de ces idées? Il y a une autre observation qu'on fait, c'est que j'ai l'impression qu'on se place toujours dans une union des droites qui aurait pour centre LR. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ça fait des années que LR est écrasé électoralement par le FN. Donc l'union des droites, si elle se fait, je ne suis pas du tout sûr qu'elle se fasse, mais ce serait vraiment le RN qui serait le centre de cette union des droites. Et les LR, qui n'ont pas voulu la faire il y a une dizaine d'années, ce serait un petit peu comme le parti radical qui a été aspiré par le Parti socialiste au fur et à mesure du temps, en fait. Et ça, j'ai pas l'impression qu'on en ait conscience, y compris à LR. Oui, ce que vous dites, ça apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui pensent que les appareils, de toute façon, sont dépassés. Oui. Alors, que ce soit Valérie Pécresse qui quitte les Républicains pour fonder autre chose, Bruno Retailleau qui ne quitte pas les Républicains, mais qui explique qu'il est dans autre chose. Il est dans autre chose et qu'il participera à la reconstruction de la droite, mais autrement et pas depuis les Républicains. Est-ce qu'il y a vraiment une obsolescence de cette forme d'organisation
politique qui est tellement liée à la Ve République. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer au municipal. C'est Voilà. qu'on voit bien que là, c'est les élections types pour s'apercevoir que les partis politiques sont obsolètes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des alliances. Ça fait des années que c'est comme ça. Oui, mais là, c'est pire Mais parce encore que, plus, parce il que y aura là, plein de parce que candidats là, divers voilà, droite. comme les partis politiques sont en très mauvais état, les alliances locales vont évidemment l'emporter sur les directives nationales et il y aura une impuissance nationale qui va être démontrée par la diversité des situations d'alliance. Et ce d'autant plus qu'avec l'interdiction du cumul d'un exécutif local avec un mandat de parlementaire national, les maires qui voudront être réélus ou ceux qui sont en capacité de gagner une mairie, eh bien, vont faire soit une ouverture à LREM, soit une ouverture au Rassemblement national, en se moquant d'une certaine manière de leur étiquette nationale, puisque de toute façon, ils seront bloqués au niveau local et ne pourront pas devenir des parlementaires nationaux. On verra des mairies Rassemblement national être confirmées. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que, en fait, les maires Rassemblement national avait une politique relativement normale, si on accepte la xénophobie et évidemment le fait de museler l'opposition. Et donc cette théorie du ruissellement là, qui est développée par Marine Le Pen et que j'appellerais plutôt l'inondation, c'est-à-dire que par contamination, en fait, on va gagner les mairies qui sont adjacentes à celles qu'on a déjà. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un enracinement local du RN et là, c'est une nouveauté très importante. Oui, s'il y a un enracinement local aussi, les électeurs le diront, et s'ils le disent, c'est que ça marche, c'est qu'ils approuvent les politiques qui sont menées, c'est un élément. On peut détester le Rassemblement national, on est obligé de reconnaître. Et puis ça repose quand même sur une culture du clientélisme local qui a été pratiquée à droite comme à gauche. Absolument. Nous avons demandé aussi à nos internautes si l'avenir de la droite passait encore par les Républicains. Alors attention, c'est non à 65%. Il n'y en a que 35% qui répondent oui. Ça veut dire que c'est un sondage de Figaro. et ça veut dire ça veut dire que Christian Jacob a du pain sur la planche s'il veut réussir. Bon, on va s'extirper un peu de cette réalité pesante pour passer au ciel et à l'aviation et à l'avion. Vous avez vu que mardi, quand la loi mobilité a été adoptée, elle a été sans l'amendement déposé par Europe Écologie Les Verts et déposé par la France Insoumise, co-déposé, qui visait à interdire les vols intérieurs en avion, donc, sur les trajets où le train était aussi rapide. Eh bien, nous avons demandé à Odoxa de questionner les Français sur cette proposition. Et l'enquête que nous publions avec France Info montre que tout le monde, une écrasante majorité, 7 Français sur 10, est pour cette interdiction. Et pourquoi je disais tout le monde ? Parce qu'en fait, c'est majoritaire dans tous les segments de la population, chez tous les sympathisants de tous les partis. Alors très très majoritaire, plébiscite chez les écolos et à gauche, mais aussi fortement majoritaire à droite et dans l'électorat du Rassemblement national. On écoute les arguments de Yannick Jadot, l'ex-tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Les Paris-Strasbourg, moi je prends évidemment régulièrement le Paris-Strasbourg pour aller au siège du Parlement européen. Vous y allez en le avion ? train, c'est moins de 2 heures. Donc il faut supprimer le Paris-Strasbourg en avion. Le train, c'est moins de 2 heures. Vous y allez en train à Strasbourg ? Mais bien sûr. Non, donc ce que je veux dire, c'est que supprimer on a Paris-Strasbourg en avion. On a investi sur Nantes, on a investi sur Bordeaux. Bordeaux, c'est quoi, 2h08, quelque chose comme ça. Le direct Paris-Bordeaux, ça n'a pas de sens d'avoir des avions qui polluent beaucoup plus et qui, au fond, prennent plus de temps. Donc, préférons toujours le train à l'avion. Ça n'a pas de sens, ça veut dire oui, il faut interdire. Lucie Schmitt, l'écologie, ça n'avance qu'à la schlag ? Non, j'observe que Yannick Jadot dit « préférons toujours ». C'est-à-dire que, oui, alors c'est pour ça que je faisais cette précision-là, parce que comme il fait des bouts de phrases et des phrases interminables, en fait, à un moment, il dit oui, il faut interdire, mais il le dit très vite, parce qu'il doit se rendre compte. Il le dit très vite parce qu'il pense que ce n'est pas possible et que peut-être il pense que ce n'est pas populaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire les choses très... Non, c'est populaire dans un sondage, et ensuite, si on supprime... Bon, non, moi, je vais dire les choses avec clarté, c'est que je pense qu'il ne faut pas interdire, qu'en revanche, il faut taxer le kérosène, il faut augmenter le prix des vols en avion, parce qu'aujourd'hui, quand vous recevez une pub d'Opodo du genre, je sais pas, 20 € pour aller à Barcelone, c'est un problème. Donc il y a un vrai sujet de tarification des avions. La deuxième chose, c'est que les Français aillent plus vite
que leurs dirigeants sur cet enjeu, c'est une très bonne nouvelle, parce que moi je trouve que ça fait juste quelques mois, ça a commencé je crois en Suède d'ailleurs, il y avait eu un article là-dessus, avec la jeune Greta Thunberg. C'est devenu un sujet de dîner en ville, de déjeuner, on en parle en famille, prendre ou pas l'avion, alors que moi je connais des gens qui ne prennent pas l'avion depuis des années, ils apparaissaient comme de 12 hurluberlus. Donc cette accélération, je la trouve hyper intéressante et elle s'est passée vraiment en quelques semaines. À partir de là, c'est toujours un peu compliqué d'organiser, non pas une interdiction, mais une révolution culturelle, moi c'est comme ça que je le vois. Je peux continuer? Ouf, attention. Oui, une révolution culturelle, mais pas à la Mao, pas à la Mao. Non, pour moi, la révolution culturelle, c'est quelque chose de très positif. Et la révolution culturelle, c'est un peu connoté, pardon, quand même. à la française, ça me va comme ça, pas à la chinoise. Et la révolution culturelle modérée. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit bien ce que disait Yannick Jadot, et il rappelait qu'on a investi sur le TGV pour Bordeaux, pour Nantes, pour Lille. Non, pas pour Nantes. On a la ligne grande vitesse que jusqu'au Mans, après c'est rien du tout. Bon, moi je ne suis pas autant de l'Ouest que Guillaume, mais moi quand je vais à Nantes, je suis très contente, j'ai l'impression que la ligne va très vite. Mais en tout cas, on a une SNCF qui est très endettée, qui a 50 milliards d'euros d'endettement, parce qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'on a investi tout en ne supprimant pas les formes de concurrence qui existent encore entre les avions et le train. Je rappelle quand même que renoncer à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes a été une douleur immense. Donc il y a un sujet de choix de société qui peut être porté par les personnes, qui peut être porté en partie par les entreprises publiques, par les sociétés anonymes. Je crois que ça relève évidemment et de la SNCF et d'Air France et des compagnies aériennes. Je ne crois pas que c'est l'État qui va décider d'interdire. En revanche, qu'il y ait des députés qui sont un peu des lanceurs d'alerte et qui sont assez isolés, comme François Ruffin, comme Delphine Batteau, qui ait porté ça à l'Assemblée nationale, je trouve ça extra. Et je trouve que ça joue le rôle d'un débat public qui est porté par plusieurs acteurs en fonction de la position qu'ils portent. Après, j'ai trouvé que la réponse d'Elisabeth Borne, pour ne pas être trop longue là-dessus, était extraordinairement courte. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'il faut que ça soit traité au niveau européen. Mais là, on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que les Français ont d'une certaine manière envie qu'on soit pionniers. Révolution culturelle à la française. Oui. Alors moi je trouve l'expression révolution culturelle assez évocatrice et quelque part révélatrice d'une tentation autoritaire de l'écologie politique aujourd'hui. Si. Lucie Schmitt vient de dire qu'elle n'était pas pour l'interdiction. Oui, non mais pas vous, mais je veux dire, parmi les figures du mouvement écologiste, il y a aujourd'hui une tentation autoritaire. Pourquoi? Qui est logique, c'est-à-dire, enfin qui est logique en tout cas dans le paradigme de ces gens-là, puisqu'ils sont convaincus qu'on se dirige vers l'apocalypse. Et forcément, quand vous êtes convaincu que vous dirigé vers l'apocalypse, la fin justifie les moyens. Alors que ce discours apocalyptique, il est partagé par personne. Aucune personne aujourd'hui, aucun spécialiste sérieux travaillant sur les questions de l'environnement, je pense à des experts comme William Nordhaus qui ont eu le prix Nobel d'économie il n'y a pas longtemps, ils disent la chose suivante. Ils disent que oui, effectivement, il y a des problèmes d'externalité négative avec certaines activités industrielles. Oui, le CO2 et le changement climatique vont générer des coûts pour l'humanité, ça c'est inévitable. En revanche, il faut aussi mettre en balance, équilibrer les inconvénients des activités émettrices de gaz à effet de serre et les avantages que procurent ces activités. Donc c'est un calcul coût-bénéfice. Le problème aujourd'hui, c'est que ce calcul coût-bénéfice, il est de plus en plus délégitimé par des mouvances écologistes qui n'admettent plus finalement la légitimité de l'homme à mettre en œuvre une conception instrumentale de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils veulent déchoir l'utilité humaine de son rang d'étalon de valeur dans l'évaluation de telle ou telle politique publique ou telle activité humaine. Oui. Et c'est ça qui aujourd'hui est dangereux et qu'il faut combattre. Les écolos dont vous parlez, on peut leur reconnaître leur conviction, leur sincérité. Ils sont très sincères, je n'en doute pas. Tout en contestant d'ailleurs leurs analyses. Est-ce que c'est pas... Vous parliez tout à l'heure de Emmanuel Macron qui peut-être n'avait pas mesuré à quel point les Français seraient favorables aux mesures comme celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité, non pas de ces écolos-là, mais des politiques qui n'ont pas ces convictions-là, mais qui se disent... Sur l'emploi, les choses bougent très lentement, on est dans un contexte mondialisé où on a une influence limitée. En revanche, tenir des discours catastrophiques ou collapsologistes sur l'environnement, ça coûte pas cher et ça rapporte gros. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène-là? Oui, alors il y a une dichotomie entre un discours qui peut être catastrophiste et la réalité quand même du réchauffement climatique. Je le rappelle au passage quand même qu'on a quand même un problème de réchauffement climatique et que l'avion y contribue. L'avion y contribue. Oui. Mais moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'étonne, c'est que on a cette mesure qui est proposée, donc qui apparemment est quand même approuvée par une majorité de Français, en tout cas dans un sondage,
et qu'on est tout de suite en disant oui, c'est une mesure autoritaire, est-ce que l'écologie doit être à la schlag, etc. Mais en fait... Oui, c'est moi qui dis ça. Oui, mais j'assume. mais il y a beaucoup de gens, vous n'êtes pas la seule, Oui, Judith, à le dire. même Lucille n'est pas pour l'interdiction, je le rappelle. Ce qui me semble prononcer sur l'interdiction, ça m'interpelle, parce que la politique, par nature, c'est quand même l'adoption de règles collectives qui sont des contraintes. C'est-à-dire qu'on a des normes, par exemple, sur les produits qu'on importe en France. Bah oui, c'est des contraintes. Et les contraintes ne se valent pas quand même. Bien sûr, mais, voilà. non, mais ce qui m'amuse, c'est que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce côté autoritaire, parce que ça va quand même, ça bouleverserait le mode de vie d'une partie de la population qui prend l'avion et qui n'a pas l'habitude qu'on change sa vie, que la politique change sa vie. Mais par exemple, quand le gouvernement fait une réforme sur l'assurance chômage, ça va changer la vie des chômeurs. Et j'ai l'impression que l'émotion autour de ce projet, qui à mon avis va en rester au stade du projet, est quand même liée au fait qu'il modifierait la vie de gens qui prennent l'avion et qui n'ont pas l'habitude que la politique vienne changer leur vie. Alors que 7 Français sur 10, qui je pense prennent moins l'avion, comme la majorité des Français, parce que c'est trop cher, ils sont d'accord. Bon, alors vous, Guillaume, moins cher que le train, visiblement, puisqu'apparemment on veut censurer l'avion parce que ce serait trop compétitif par rapport au train. Oui. Alors c'est pas une question de compétitivité là. Ça dépend. C'est un peu ce que reproche ça dépend Yannick de Jadot, la manière oui. dont on fait les tarifs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que nous disent aussi les internautes. Il y a SIC ou SIC, je ne sais pas. Le problème, ce n'est pas les 20 € de l'avion, mais les 200 € du train. Oui, c'est ça. Et si tous les Français prenaient le train parce qu'il n'y a plus d'avion, on peut penser que le tarif pourrait baisser. Bien sûr. Moi, en tout cas, il me semble qu'il y a une première des questions à évoquer, enfin un premier thème à évoquer, c'est qu'on peut envisager de substituer tel mode de transport à tel autre. Encore faut-il qu'il y ait un aménagement du territoire qui soit suffisamment cohérent. Et là, pour le coup, Dieu sait si j'étais plutôt sensible aux arguments de notre ami libéral sur, je dirais, les doutes que l'on peut émettre quant au catastrophisme et sur le fait que, me semble-t-il, tout de même, l'environnement est plutôt au service de l'homme et pas l'inverse. Autant là, je crains de lui faire de la peine, de le contrarier, en disant que c'est évidemment de la responsabilité de la puissance publique que soit de construire ou de faire construire des infrastructures, ou d'autoriser ou non des avions à utiliser des couloirs aériens. Donc, je crains qu'en fait, on ne transpose sur le domaine écologique une question qui n'est pas qu'écologique, qui est aussi une question tout simplement d'organisation de la vie sociale et des infrastructures. Je pense que moi, la question, elle est vraiment philosophique. C'est-à-dire qu'elle se ressent vraiment même dans la formulation de la problématique. Faut-il des mesures autoritaires pour protéger l'environnement? Mais protéger contre quel prédateur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose la question comme s'il y avait d'un côté les détracteurs de l'environnement et de l'autre ses partisans. C'est une dichotomie qui est fallacieuse. Aujourd'hui, personne ne se lève le matin en se disant « c'est génial, je vais saboter l'environnement ». Personne ne se dit ça, sauf dans la tête de quelques complotistes. Simplement, de quel environnement on parle aujourd'hui? Et il me semble qu'il y a deux écoles qui se dessinent. Vous avez d'un côté une écologie anthropocentrée, anthropophile, qui admet que l'homme est un être naturel légitime à mettre en œuvre une conception instrumentale de la nature et de l'environnement à son profit. C'est la pensée occidentale traditionnelle. Et vous avez une écologie de plus en plus biocentrée, de plus en plus déconnectée de l'anthropocentrisme, qui considère que l'homme est un virus pour l'environnement et que toute activité industrielle est synonyme de souillure de la planète, une espèce de nature un peu que toute activité industrielle, l'existence même de certains hommes. On nous explique que pour ne pas avoir de pollution, il ne faut pas avoir d'enfants. Alors c'est de la folie. Exactement. Et donc là-dessus, laissez parler Lucie, s'il vous plaît. Autoritaire révèle. Je vais être autoritaire, Fergan. Laissez parler Lucie. Pardon. Je vais essayer. Je pense qu'il y a une chose au-delà d'anthropocent, je ne sais pas quoi. Le sujet, c'est qu'en fait, réintégrer la nature dans les politiques économiques et sociales, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas été habitué à le faire et que du coup, la question écologique, quelque part, elle a toujours été associée à la science plutôt qu'à la politique. Et du coup, quand on la met en politique, ça donne lieu, je suis d'accord avec Adrien, à des angoisses très fortes avec l'idée qu'on va imposer les choses et que ça va être antidémocratique. Moi, je le vis depuis toujours. Donc, je crois qu'effectivement, il faut que... Ce qui est intéressant, c'est que là, le sondage, c'est un outil démocratique. Bon, voilà, donc on l'a demandé aux gens et on a été étonnés qu'il y en ait autant. Oui. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça le truc fondamental. La deuxième chose,
par rapport à la question de la décision politique, c'est qu'évidemment, ça s'organise dans le temps. L'aménagement du territoire, Guillaume a tout à fait raison, il faut le penser. Mais on est quand même le pays d'Europe qui a les meilleures lignes de train. Oui. Et donc, on est peut-être le pays qui, en termes d'aménagement du territoire, pourrait être précurseur. C'est pour ça que je trouve que là-dessus, il y a un défi politique qui est posé, au fond, au gouvernement, et il aurait intérêt là-dessus, puisqu'il cherche, j'ai bien compris, à verdir son discours et sa pratique, il aurait intérêt à rebondir sur ce sujet. On verra s'il vous écoutera. Oui. La réponse des internautes, faut-il des mesures autoritaires pour protéger l'environnement? Oui à 54%, non à 46%. Et on passe très vite au dernier sujet, à cette décoration, à cette remise de Légion d'honneur à Elton John. Tour de table pour ou contre? Moi, je trouve qu'Elton John est un très grand artiste. En revanche, je ne suis pas convaincu que ce soit le rôle de l'État de définir qui est honorable ou non. Quand on voit que la Légion d'honneur a été octroyée à des gens comme Bachar el-Assad, Vladimir Poutine ou autres, je ne suis pas sûr qu'il ait intérêt à s'associer à cette certification. Voilà. Moi, je crois qu'il n'y a plus de critères pour donner la Légion d'honneur et je le regrette. Et je trouve que, du coup, je pense que Elton John n'a pas besoin d'une Légion d'honneur. Voilà. Apparemment, il est devenu Lord, ce que j'ai découvert. Alors, donc, ce qui me paraît plus cohérent. Il faut préciser, on a peut-être encore le temps de le passer. Voilà ce que disait Franck Riester, le ministre de la Culture, qui justifiait cette Légion d'honneur. Outre qu'il a fait danser, chanter tous nos compatriotes, c'est une personne engagée au service d'un combat très important qui est celui contre le VIH, contre le sida. Depuis très longtemps, il a fait une fondation début des années 90 et depuis, il ne cesse de se battre contre ce fléau. Et c'est pour cela, aujourd'hui, à la fois jour de la fête de la musique et début de Solidays, le président de la République a souhaité le décorer de la Légion d'honneur. Un élément de réponse, Adrien, est-ce que vous êtes convaincu? Mireille Mathieu a eu la Légion d'honneur, donc pourquoi pas Elton John. Voilà. Oui, ce qui est peut-être... Les grenadiers de Napoléon doivent se retourner dans leur tombe. Alors, ce qui est peut-être un peu troublant, au-delà de l'intérêt et de l'estime qu'on porte à Elton John, ou pas d'ailleurs, ce qui est que Emmanuel Macron, rappelez-vous, l'an dernier, avait dit qu'il allait limiter la distribution de la Légion d'honneur, qu'on allait revenir sur les fondamentaux. Il n'y a pas là une... c'est peut-être le cas quand même. Il n'y a pas là une petite... maintenant, c'est ça? François Hollande, c'était 17 000 Légions d'honneur par an quand même. C'est dû en même temps ou c'est la contradiction pure et dure? Je crois que malheureusement, c'est la volonté d'essayer de séduire différents segments de l'électorat en disant, on met en exergue, on met en valeur telle ou telle personne en fonction du calendrier. Moi, j'ai rien, je trouve ça parfaitement honorable de s'intéresser aux questions, je dirais, d'épidémie, mais dans ce cas-là, on peut, ou de pandémie d'ailleurs, j'ai jamais très bien compris la différence, mes compétences en matière sanitaire sont très mauvaises, mais je conclus en disant que, il me semble que en théorie, la Légion d'honneur, c'est quand même ceux qui ont honoré la patrie, qui l'ont défendue, soit de manière civile, soit de manière militaire. Je ne suis pas certain que ce soit le cas de M. John. En tout cas, si Emmanuel Macron faisait ça en pensant que décorer un chanteur populaire allait être extrêmement apprécié par les Français, nos internautes, eux, ne sont pas séduits, puisque quand on leur demande si Elton John mérite la Légion d'honneur, ils répondent non à 83%. Voilà, on peut être un chanteur populaire et néanmoins ne pas sembler mériter la Légion d'honneur aux yeux de certains Français. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce numéro de Point de vue et à lundi pour un autre numéro.